Trop, c'est trop. Parfois, notre environnement génère tellement de stimuli que notre cerveau n'arrive plus à les traiter, ce qui affecte notre concentration. C'est ce que ressentent au quotidien les personnes atteintes de TDAH. Elles sont facilement distraites car leur filtre ne fonctionne pas correctement. Depuis quelques années, on sait que les enfants qui présentent ce trouble de l'attention en souffriront aussi à l'âge adulte et percevront le monde différemment. Cette différence pourrait-elle, d'une certaine façon, enrichir notre société ? On a besoin de gens plus tolérants aux risques, surtout en cette période de bouleversement. Ou bien ces personnes doivent-elles être prises en charge pour mieux s'intégrer dans la société ? On dit parfois que l'environnement doit s'adapter, mais on ne peut pas changer tout l'environnement. Je m'appelle Bertolt Meyer et je suis professeur de psychologie du travail. Cette salle de jeu d'arcade donne un bon aperçu de ce qu'est la surstimulation sensorielle. En jouant, je fais l'expérience d'un type particulier de concentration qui me permet de faire abstraction d'autres stimuli. C'est aussi ce que vivent les personnes atteintes de TDAH. Faut-il traiter ce trouble du neurodéveloppement comme une maladie psychique, l'objectif étant de s'adapter aux normes sociales, ou bien faut-il au contraire repenser la notion de normalité ? Pour en débattre aujourd'hui, j'ai invité deux spécialistes du TDAH et de la neurodiversité qui ont des avis divergents sur ces questions. Afin de me faire ma propre opinion, je ne vais pas les interviewer en même temps, mais séparément. Et pour ce qui est des notions un peu techniques, rassurez-vous, on vous dira tout. Une personne née avec un TDAH ne peut pas dire « Excusez-moi, je remets les compteurs à zéro et je vais renaître ». Ça ne marche pas comme ça. En fait, elle doit composer avec cette réalité. Je pense qu'on pourrait aussi considérer ces personnes comme une sorte de système d'alarme sain pour la communauté, qui signalerait par leur agitation un excès de sédentarité ou de monotonie. Le professeur André Zimpel est le fondateur du Centre de recherche sur la neurodiversité à Hambourg. Il estime que les personnes atteintes de TDAH ou d'autisme ont souvent un potentiel insoupçonné qui pourrait profiter à la société. Monsieur Zimpel, d'après les classifications et les diagnostics des maladies mentales, le TDAH fait partie des troubles du neurodéveloppement. Qu'en pensez-vous ? C'est une tentative un peu vaine de catégoriser une notion difficile à appréhender. On est toujours attentif à quelque chose. La question est de savoir sur quel objet se porte l'attention. Or, dans le cas du TDAH, elle est souvent détournée de cet objet. C'est pour ça qu'on parle de déficit de l'attention. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité se manifeste par une distractibilité marquée, une agitation motrice et des réactions impulsives. Mieux vaut parler d'une attention très aléatoire ou d'une grande variabilité de l'attention. Ça correspond plus à la réalité. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes plutôt d'avis qu'il ne faudrait pas définir le TDAH comme une pathologie, mais qu'il faudrait le considérer comme un écart de fonctionnement par rapport à la norme. Écart qu'on désigne alors par le terme générique de neurodiversité, c'est bien ça ? Plutôt neurodivergence. Neurodivergence. Nous sommes tous neurodivers. Ça signifie qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. Je compare ça aux flocons de neige, qui vus de loin ont l'air tous pareils. Mais vus au microscope, chacun est unique. Idem pour le cerveau humain. La neurodiversité est un fait incontestable. La neurodiversité signifie que les cerveaux sont tous différents. Ce terme a été formulé pour la première fois en 1998 par la sociologue australienne Judy Singer. Quant à la neurodivergence, elle signifie qu'un cerveau fonctionne différemment de celui de la moyenne des gens. Pour beaucoup de personnes neurodivergentes, mais pas toutes, on pose un diagnostic d'autisme ou de TDAH. Le mouvement pour la neurodiversité met tout en œuvre pour qu'on considère ces différences comme des expressions de la variété naturelle et non pas comme des maladies ou des troubles. Le but est de donner les mêmes chances aux personnes concernées dans l'éducation, le monde du travail et la société.
La société exige de nous des choses comme rester assis, apprendre, écouter avant de prendre la parole. Tout cela est plus difficile pour les personnes TDAH. C'est comme ça. Maintenant, on peut bien sûr se demander comment y faire face. On dit parfois que l'environnement doit s'adapter, mais on ne peut pas changer tout l'environnement. C'est pas si facile. Alexandra Philipsen est directrice du service de psychiatrie et psychothérapie du CHU de Bonn. Spécialisée en neurobiologie, elle a dirigé la plus grande étude menée à ce jour sur la médication du TDAH. Comment décririez-vous le TDAH? De quoi s'agit-il au juste? Officiellement, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais je préfère parler d'une difficulté à réguler son attention. Elle se manifeste par des symptômes assez hétérogènes. Mais ce qui ressort, c'est la difficulté des patients à rester concentrés quand on le leur demande ou à rester concentrés dans des situations routinières, ennuyeuses, qui demandent une attention prolongée. Autour de moi, j'ai l'impression que le TDAH est de plus en plus diagnostiqué. Ou du moins, les personnes qui pensent en souffrir en parlent ouvertement. Que disent les chiffres à ce sujet? En effet, c'est vrai que les cas recensés sont en augmentation d'après les données des caisses d'assurance maladie. Pourtant, chez les adultes, le nombre de cas est inférieur à nos estimations, d'après les chiffres dont je dispose. On estime que 2,5% des adultes sont concernés. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de cas non recensés et que ces personnes, sans avoir été diagnostiquées, ont trouvé un mode de vie qui leur convient. On ne peut pas qualifier le TDAH de diagnostic à la mode, puisqu'on pose trop peu de diagnostics. C'est ça le point de départ. D'autant qu'autrefois, on pensait qu'il s'agissait uniquement d'une maladie infantile. Qui disparaissait avec l'âge. C'est ça. Mais la recherche neurologique a montré que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut encourager les personnes TDAH à se trouver des modèles et à chercher leur place dans la société. Car nous avons besoin de ces personnes dans de nombreux domaines. Oui, il faut des gens qui sont plus tolérants au risque, surtout en cette période de bouleversement. Nous vivons actuellement dans un environnement tellement risqué que ça en devient presque ingérable. Beaucoup ont tendance à fermer les yeux et à se détourner du problème. Or, c'est précisément à ce moment que le cerveau des TDAH se met à fonctionner à plein régime. Le risque ne leur fait pas peur. Au CHU, nous recevons des patients qui, bien sûr, ont parfois connu des parcours difficiles. Il faut dire que le risque est plus élevé de consommer de la drogue à l'adolescence et de devenir dépendant une fois adulte. Pour ces personnes, c'est peut-être une tentative vaine de faire face au TDAH. On voit ça souvent. Par ailleurs, on constate aussi chez ces patients des cas de dépression plus fréquents. Certains vivent des épisodes dépressifs tout au long de leur vie. Comme une conséquence du mal-être provoqué par le TDAH? Oui, c'est une conséquence évidente. Bien sûr, il existe des personnes TDAH qui réussissent dans la vie. Mais pour celles qui se débattent avec ce problème et qui se sentent rejetées, qui ont le sentiment de ne pas exploiter tout leur potentiel, qui se voient reprocher d'être paresseuses, c'est difficile à vivre. C'est exactement ce qu'a vécu Vanessa Bolke. Elle s'est battue pour être acceptée et ne plus gâcher son potentiel. La jeune femme de 28 ans n'a été diagnostiquée que récemment. Quand je dessine, je me sens calme et apaisée. C'est un sentiment que je n'éprouve pour ainsi dire jamais dans la vie de tous les jours. Ça me fait du bien, mais je dois faire attention à ne pas oublier tout le reste. J'ai tendance à oublier de boire et de manger, tellement je suis absorbée par ce que je fais. Au quotidien, Vanessa est loin de cet état de concentration profonde. Au contraire, elle se sent plutôt débordée. J'ai beaucoup de mal à organiser mes pensées, à me concentrer sur une seule chose. Et quand je suis à l'extérieur, c'est encore pire, avec toutes les sollicitations, les bruits, les odeurs.
Souvent, c'est comme si quelque chose explosait dans ma tête, à force de me sentir agressée de toutes parts. Vanessa a toujours eu des problèmes de concentration. Ils ont affecté sa scolarité et elle a dû abandonner plusieurs formations en cours de route. À la suite d'une série de dépressions, elle a finalement été hospitalisée. Enfant, elle n'avait pas le profil typique d'une hyperactive, raison pour laquelle elle n'a été diagnostiquée qu'à l'âge adulte. Ça m'a attristée de ne pas l'avoir appris plus tôt. Je pense que bien des choses auraient été différentes dans ma vie, si je l'avais su. Alors oui, je ressens beaucoup de colère et d'amertume. Depuis le diagnostic, Vanessa s'intéresse de près à son trouble. Au CHU de Leipzig, elle participe à une étude nationale sur le traitement du TDAH. Le TDAH apparaît pendant l'enfance et continue d'affecter les adultes. Dans vos bulletins scolaires, il y a des indices très clairs. Vous m'avez dit d'ailleurs que vous les aviez relus en détail. En général, chez les filles, ces indices ne sont pas flagrants car elles s'adaptent mieux à la situation. Mais pour vous, les commentaires indiquent qu'il faudrait suivre les cours avec plus d'attention, être plus concentré et plus assidu. Pour nous, ce sont des informations importantes. Dans le questionnaire spécifique sur l'enfance que vous avez rempli, les résultats sont évocateurs. Et d'ailleurs, votre parcours à l'âge adulte les confirme. Oui, j'ai fait 3 formations. En effet. En fait, je les ai commencées, mais malheureusement, sans arriver au bout. Ça s'explique facilement. Dans votre cas, tout a commencé par des symptômes dépressifs. Vous avez suivi une longue psychothérapie avec traitement médicamenteux. Vous m'avez dit une chose typique, à savoir que vous alliez mieux, mais qu'un malaise indéfinissable perdurait. C'est ce qu'on appelle le TDAH caché. Cet ensemble de symptômes, en particulier le trouble de l'attention, a de lourdes conséquences, comme l'incapacité de se concentrer et de hiérarchiser les priorités, la difficulté à persévérer et le sentiment de vivre et de penser dans le chaos. Oui. C'est comme si je regardais 3 films en même temps. Tout se mélange et l'essentiel passe à la trappe. Vanessa a décidé d'agir pour surmonter ces problèmes qui lui empoisonnent la vie et lui donnent sans cesse l'impression d'échouer. Elle contribue désormais à la recherche sur le TDAH, comme les 250 personnes qui se prêtent à une vaste étude sur la stimulation cérébrale par courant continu. Quand une personne souffre de TDAH, adulte ou enfant, que peuvent faire les amis et la famille pour les soutenir? Ce qui est vraiment utile, c'est que ces personnes décrivent leur situation honnêtement et rigoureusement, et que les proches apprennent à vivre avec. Il faut apprécier ces personnes à leur juste valeur, y compris dans leur environnement professionnel. Dans les entreprises, leurs collègues remarquent que lorsqu'ils rejoignent l'équipe, tous les échanges deviennent plus francs. Et ça a un côté rafraîchissant. Les personnes TDAH ont besoin de cette forme de communication. À nous d'exprimer vraiment ce qui nous dérange sans pour autant stigmatiser l'intéressé. On peut le formuler par exemple comme ça. Pour ma part, j'ai du mal à supporter de te voir bouger sans arrêt, même si toi, ça te convient. C'est autre chose que de dire « c'est toi qui as tort, tu ferais mieux de te soigner ». Quelles stratégies ces personnes peuvent-elles mettre en place pour améliorer leur quotidien? Je dirais qu'elles peuvent réfléchir à la manière de créer une stimulation qui, lorsqu'elles ont une tâche à accomplir, leur permette d'être performantes. Oui, disons ça, performantes. Ça peut beaucoup varier d'une personne à l'autre. Certains remplissent leur agenda, ce qui peut fonctionner, ou au contraire être une source de stress.
L'activité physique est importante, bien sûr. On conseille aussi d'aménager son environnement pour qu'il soit agréable et stimulant. Est-ce qu'on travaille mieux au calme ou avec la radio en fond? Autant d'éléments auxquels il faut réfléchir pour trouver la stimulation adaptée et pouvoir accomplir telle ou telle tâche. Vous êtes le fondateur du Centre de recherche sur la neurodiversité. Quel est au juste son rôle et quels sont vos objectifs? Nous accueillons des patients qui présentent essentiellement des déficits. Mais nous nous concentrons plutôt sur leur potentiel. Nous partons du principe que chaque restriction présente toujours un avantage. Les personnes TDAH, par exemple, ont souvent des capacités développées en ce qui concerne la visualisation et la conceptualisation. Avec la révolution de l'IA, ça devient flagrant. Pour donner un exemple, ceux qui veulent sécuriser un système informatique pensent en termes de checklist, alors que ceux qui veulent le pirater pensent en termes d'images. Et là, les personnes TDAH sont souvent meilleures. Vous avez participé à une vaste étude sur le thème du TDAH chez les adultes. Oui, à une époque où l'emploi de médicaments comme le méthylphénidate ou les amphétamines n'était pas encore autorisé. Le méthylphénidate, connu sous le nom commercial de Ritaline, est un stimulant du système nerveux central. Il améliore la transmission des signaux entre les cellules nerveuses et atténue les symptômes du TDAH. Sur une période d'1 an, peut-on obtenir les mêmes résultats avec une psychothérapie qu'avec un traitement médicamenteux? L'étude que nous avons menée était complexe. Chaque participant a reçu soit un placebo, soit du méthylphénidate, en association avec une psychothérapie ou de courtes consultations hebdomadaires informelles. Quels ont été les résultats et quelle thérapie a été la plus efficace? Les chercheurs en psychothérapie comme moi doivent avoir les reins solides. Parce qu'en réalité, c'est avec le traitement médicamenteux, donc le méthylphénidate, qu'on a obtenu les meilleurs résultats. Et en ce qui concerne les symptômes du TDAH, la psychothérapie n'a pas apporté de bénéfices supplémentaires notables comparé à une simple consultation. Le méthylphénidate permet aux patients de mieux vivre, mais il entraîne un cortège d'effets secondaires, main froide, troubles du sommeil et de l'appétit, ainsi qu'une blessure narcissique. Ces gens pensent qu'on ne les aime que lorsqu'ils sont sous médicaments. La société impose des attentes trop strictes aux gens, ce qui entraîne des formes de neurodivergence. Il est important de dire que lorsque le prix à payer pour s'adapter est trop élevé, c'est l'environnement qui doit s'adapter aux gens et non l'inverse. L'histoire du TDAH a toujours été liée à l'inadaptation aux normes sociales, souvent traitées de manière impitoyable. Dès 1844, le psychiatre Heinrich Hoffmann a décrit des symptômes comme l'instabilité motrice chez des enfants dits agités. En 1880, ces symptômes étaient considérés comme des signes d'un trouble d'apprentissage. En 1902, le psychiatre Frédéric Still les associait à un dysfonctionnement cérébral minimal. Il a établi clairement que les mauvais résultats scolaires de ces enfants étaient liés à une capacité de concentration réduite et non à un manque d'intelligence. Après la Seconde Guerre mondiale, des médecins américains ont testé le méthylphénidate sur des enfants placés qui présentaient des troubles du comportement. Ça a favorisé la concentration chez certains d'entre eux. Dans les années 1980, le terme TDAH s'est imposé. Dans la décennie suivante, l'augmentation du nombre de personnes diagnostiquées ainsi que la prescription de Ritaline ont suscité de vifs débats. On peut se demander s'il est pertinent de calmer les enfants qui ont la bougeotte avec des stimulants. C'est contradictoire en soi. Parce qu'on a des gens qui sont hyperactifs, soit en pensée, c'est la forme rêve éveillé, soit physiquement, c'est l'hyperactivité motrice. Et là, on leur donne un stimulant qui, en théorie, devrait les rendre plus agités encore. Perturber encore davantage leurs pensées. Mais contre toute attente, ce n'est pas le cas. Ils se conforment à la norme neuronale. Et ça, c'est la preuve que ces amphétamines les stimulent. Autrement dit, ces personnes luttent en permanence contre la fatigue.
Est-ce qu'ils ne luttent pas plutôt contre leur impulsivité? Ils ont des difficultés à la contrôler, mais ce médicament leur permet de mieux la cadrer, en somme. On pourrait voir les choses comme ça, non? En fait, on étudie les stratégies de compensation défectueuses du contrôle impulsif. Mais on passe à côté de l'essentiel. Le TDAH trouve son origine dans l'exposition à une monotonie stressante, ce qui oblige les patients à lutter sans relâche contre la fatigue. Quand on a compris ça, on comprend que le problème n'est pas lié à ces personnes, mais à notre tendance à trop vouloir contrôler l'environnement, à trop imposer de règles. On ne laisse pas de place à la créativité et aux expériences nouvelles. Dans la vie professionnelle, on constate un manque de compréhension de la part de la hiérarchie. Les chefs ne comprennent pas que certaines tâches restent en suspens ou que les intéressés travaillent d'une manière en apparence désorganisée. Il faut suivre des procédures, faire ceci, cela avant la deadline et ainsi de suite. C'est un engrenage. Ce qu'on appelle la sagesse collective, et que l'IA cherche tant à imiter, ne fonctionne que si on a une diversité des points de vue. Voilà pourquoi les profils divergents sont inestimables pour l'intelligence globale d'une société. C'est un bel argument. Puisqu'on exploite de plus en plus la richesse des perspectives, c'est vrai qu'à l'heure de l'IA, la diversité des points de vue n'est plus accessoire. Elle devient cruciale. Vanessa s'apprête à faire une séance de stimulation par courant continu dans l'espoir de voir ses symptômes s'atténuer. Ok. On va commencer, Madame Bolker. D'accord. Prévenez-moi si quelque chose ne va pas. Ouais, Parfait. merci. C'est parti pour 21 minutes. Ok. Cette méthode permet de modifier la communication entre les cellules. On sait que ça fonctionne grâce à des expériences qu'on a faites sur des cellules, mais aussi grâce à des études à petite échelle qui ont montré que lorsque des patients TDAH sont stimulés, leurs problèmes d'attention s'améliorent nettement. L'étude menée au CHU de Leipzig vise à ouvrir la voie à une nouvelle méthode de traitement. Il faut savoir que pour un tiers des patients, ni le traitement médicamenteux ni la psychothérapie ne sont suffisamment efficaces. Pour Vanessa, rester assise sans bouger pendant 20 minutes représente un véritable effort. Je ressens vraiment le besoin de bouger. Je remarque que je finis toujours par tripatouiller mes mains. Parfois, elles sont toutes irritées. J'ai commencé à compter les motifs sur le sol et à les trier par couleur, histoire de me distraire un peu. Pour l'instant, Vanessa ne ressent pas encore d'amélioration après le traitement. Toutefois, le fait d'avoir reçu un diagnostic clair l'a motivée à poursuivre ses objectifs, indépendamment de la thérapie. Le mois prochain, je vais commencer par faire un bilan de compétences pour cibler mes points forts et mes points faibles. Après, grâce à une thérapie comportementale et peut-être un traitement médicamenteux, j'espère pouvoir vivre des expériences positives et plus seulement des échecs. J'ai hâte de voir ce que la vie me réserve maintenant. Les personnes qui pensent être TDAH devraient demander un avis médical. Oui. Oh oui, Est-ce que notre environnement accentue les symptômes du TDAH? ça dépend des circonstances. Oui. Le TDAH est-il un super pouvoir créatif? Oui et non. Ça dépend des circonstances. Les personnes TDAH sont-elles plus intelligentes? Non, Oui et non.
Je peux expliciter? Brièvement. Les tests actuels de QI ne sont pas adaptés aux personnes TDAH. C'est pour ça qu'on ne prend pas assez la mesure de leur forme d'intelligence. Je suis tombé sur une statistique qui m'a interpellé. Les personnes TDAH ont en moyenne une espérance de vie plus courte que les autres. Comment vous l'expliquez? C'est vrai, 7 à 8 ans de moins. Vous parlez sans doute de l'étude qui vient d'être publiée au Royaume-Uni. Mais elle n'explique pas précisément les causes du phénomène. On sait notamment que le risque de mortalité est d'autant plus élevé que la personne TDAH est jeune. Et on sait aussi que ce trouble est un facteur de risque pour le tabagisme précoce, la consommation d'alcool et les maladies cardiovasculaires. Il est également associé au surpoids, même si on pourrait penser que ces personnes dites agitées bougent tout le temps. On peut donc imaginer que sur toute une vie, si ces facteurs de risque s'ajoutent les uns aux autres, ils peuvent provoquer des décès prématurés. On ne sait pas précisément à quoi se rapportent ces chiffres. Je pense plutôt que ça s'explique par le fait que les intéressés ont souvent l'impression d'être entourés d'une sorte de mur de verre et qu'ils ne se sentent jamais vraiment à leur place. Par conséquent, ils sont plus vulnérables à la dépression et au burn-out. Ça correspond aussi à ce qu'on observe en consultation. En somme, ça veut dire que le méthylphénidate peut prolonger la vie des personnes concernées. Oui, des études ont été menées principalement en Scandinavie pour comparer les phases avec médication et les phases sans. Ces études ont montré que les suicides et les accidents sont moins fréquents lorsqu'un patient est sous médicaments. Les personnes TDAH ont-elles simplement une forme particulière d'attention ou bien un trouble psychique qui doit être traité? Il faudrait en tout cas qu'elles puissent exprimer pleinement leurs atouts dans plus de domaines. En même temps, beaucoup d'entre elles souffrent énormément des particularités de leur cerveau, mais aussi de la façon dont leur entourage interagit avec elles à cause de ça. C'est dans ces situations de souffrance que les médicaments peuvent être d'une aide précieuse, moyennant un diagnostic solide, bien sûr.